Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui nous allons voir le pack La Cité des Archives, le 4e pack du cycle La Civilisation oubliée. La première carte du pack, c'est le bar M1918. C'est un soutien de niveau 4, qui coûte 5, qui occupe 2 emplacements de main, qui a 2 icônes de force, qui a les traits objet, arme, arme à feu, utilisation 8 munitions, action dépenser 1 à 5 munitions, combattre. Vous gagnez plus X en force pour cette attaque. Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige X dégâts. X est le nombre de munitions dépensées comme coût de cette capacité. Bon, c'est une arme un peu bizarre, plein de munitions, et à chaque tir, on va choisir la force et le nombre de dégâts. Si vous utilisez une munition, vous combattez à force plus 1 et un seul dégât, ce qui est inintéressant. Si vous dépensez 2 munitions, vous combattez à force plus 2 et 2 dégâts, ce qui correspond à l'effet qu'on cherche à obtenir de toutes ces attaques. Donc en fait, c'est à partir de 3 munitions qu'on a un effet plus intéressant. On sera à plus 3 en force et 3 dégâts. Et donc là effectivement 3 dégâts par tir c'est bien sans avoir besoin d'utiliser une autre carte. Le plus 3 en force assure quand même un bonus assez intéressant. Vous jouez un gardien standard, il a 4 de force, il a le flic en patrouille, il dépense 3 munitions, ça fait une attaque à force 8, contre un ennemi qui a force 4 et 3 points de vie. Normalement en un tir vous avez tué votre ennemi. Voilà. Le problème de cette carte, c'est que au final les 8 munitions partent très vite. Une munition c'est inintéressant, 2 munitions ça fait 2 en force et 2 dégâts, ce qui correspond à l'effet d'une arme un petit peu boostée, mais une arme qui coûterait moins de 4 XP. Et si vous tirez les munitions par 3, 4, eh ben, vous allez avoir 2 tirs bien performants. À côté de ça, on peut comparer au fusil à éclair du pack Perdu dans le temps et l'espace, une autre arme qui occupe 2 mains, qui coûte 6, qui a 3 munitions et qui fait combattre, vous gagnez 5 en force pour cette attaque inflige plus de dégâts, donc 3 dégâts en tout. Donc le fusil à éclair, vous avez le droit à 3 tirs qui font 3 dégâts s'ils réussissent, sachant que vous attaquez à force plus 5. Dans les mêmes conditions, le bar, vous ne pouvez faire que 2 attaques à 3 dégâts. Vous utilisez 3 munitions, et il ne vous en reste plus que 2. Chacune des attaques du bar va se faire à force plus 3, puis force plus 3, puis force plus 2. Tandis que là, le fusil à éclair, on est sur force plus 5 de façon constante. Dans les deux cas, on fera 3 tirs. Donc le bar semble être moins intéressant que le fusil à éclair, sauf que, alors déjà, on a la possibilité de moduler. Sur le fusil à éclair, c'est toujours plus 1 en force, plus de dégâts. Sur le bar, ça va être force plus 1 à 5, dégâts 1 à 5. Donc si éventuellement vous avez besoin de faire que 2 dégâts, vous gâchez le potentiel du fusil à éclair, tandis qu'avec le bar, vous ne dépensez que 2 munitions. Première chose, le bar est beaucoup plus flexible. Et deuxième chose, le bar a 8 munitions. Du coup, tout ce qui va augmenter le nombre de munitions... Le problème du bar, en fait, c'est que ces 8 munitions partent très vite, mais pour ça, il y a des cartes pour améliorer les choses. Il y a par exemple munitions personnalisées, dont j'ai parlé dans le pack précédent, voilà, donc je vais pas aller dans les détails, qui vous donne 2 munitions de plus. Bon, pour le bar, ça fait passer de 8 à 10, c'est pas en pourcentage, c'est pas une grosse amélioration, mais c'est surtout, les attaques effectuées avec le soutien attaché infligent plus 1 dégât contre les ennemis monstres. Donc vous avez vos 10 munitions, vous pouvez maintenant faire 3 attaques avec plus 3 en force et 3 dégâts, sauf que chaque fois que vous attaquez un monstre, vous avez grâce à munitions personnalisées le plus 1 dégât, et du coup vous pouvez éventuellement, s'il n'a pas une valeur de combat trop élevée, vous dépensez une munition de moins avec le bar. Donc bar et munitions personnalisées, si vous n'avez que des monstres à combattre, et qu'ils ont tous 3 points de vie, maintenant vous utilisez plus que 2 munitions à chaque fois, et vous passez à 5 attaques qui vont faire 3 dégâts sur les monstres. Autre carte qui a tout son intérêt, c'est Contrebande.
du pack Le Musée Miskatonic, un événement de niveau 0 qui coûte 4, qui dit « Choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, doublez le nombre de pions munitions aux provisions sur ce soutien. » Donc là, votre barre, il passe de 8 à 16 munitions. Vous êtes capable de faire vos 5 tirs à plus 3 et 3 dégâts. Voilà. Je pense pas avoir déjà utilisé le bar. C'est pas une arme qui m'a trop convaincu. Moi, je lui trouve un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que pour des petits ennemis, autant avoir une petite arme qui coûte 0 XP, éventuellement 2 XP. Quand il s'agit d'un ennemi bien bourrin, du genre 4, 5 ou 6 points de vie par investigateur, j'aurais plutôt tendance à prendre le fusil à éclair. Mais la flexibilité du bar, c'est pas quelque chose qui me convainc trop, enfin qui m'a convaincu de le mettre déjà dans un deck. Éventuellement, ça pourrait être intéressant dans un deck Léo Anderson pour qu'il puisse jouer le bar, puis ensuite mettre contrebande dessus. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais bien sûr, si vous avez aventurier, vous pouvez recharger le bar. Donc voilà, le bar c'est peut-être l'arme pour Léo Anderson. Autre chose intéressante, le bar a 2 icônes de force, du coup, on peut utiliser bien préparé. Bien préparé va vous permettre, en action rapide, en inclinant bien préparé, de vous donner plus de en force pour un test, parce qu'il y a 2 icônes de force sur le bar. Le fusil éclair, lui, a une icône de force et une icône d'intelligence. C'est vrai que dans ce pack, il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y en a que 8 différentes. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8. Allez, carte suivante. On est en chercheur, elle est divulgachage, la pierre ancienne améliorée. La pierre ancienne, traduite, identifiée, voilà ça. Là c'est identifié. C'est un soutien de niveau 4, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main qui a 2 icônes d'intelligence. Vous ne pouvez inclure ce soutien dans votre deck qu'en améliorant la pierre ancienne non identifiée, et uniquement si vous avez indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre. Utilisation X secret, X est le nombre entre parenthèses à côté de vous avez identifié la pierre. Réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, infligez ce même nombre de dégâts à un ennemi dans votre lieu. Et pour un chercheur en solo, ça peut être très intéressant. Enfin, quoique. Pour un chercheur, c'est intéressant, les chercheurs piochent beaucoup. Du coup, chaque fois que vous piochez des cartes, vous infligez des dégâts directs à un ennemi dans le lieu, peu importe s'il est engagé avec vous ou pas, peu importe s'il est distant ou pas. Il suffit qu'il soit dans votre lieu. Donc c'est une bonne solution de dégâts directs. Alors, en solo, si l'ennemi est engagé avec vous, c'est assez peu probable que vous puissiez piocher une carte sans vous prendre une attaque d'opportunité. Donc en solo, peut-être autre chose. Si c'est la carte que vous piochez lors de la phase d'entretien, ça veut dire que l'ennemi, il a survécu à la phase des ennemis, donc il vous a peut-être attaqué, ça aurait été mieux que vous en occupiez avant. Bon. En duo, a priori vous êtes dans le même lieu que le combattant. Moi en tout cas je joue comme ça. Quand je joue en duo, les 2 investigateurs sont assez fréquemment dans le même lieu. Vous commencez la phase de joueur. Le combattant est engagé avec un ennemi. Le chercheur pioche une carte par un effet ou par un autre, dépense un ou plusieurs secrets et va infliger ses dégâts à l'ennemi pour, on va dire, décharger un petit peu le combattant. C'est intéressant. Voilà, je sais pas trop que dire de plus, je l'ai encore jamais utilisé. Est-ce qu'il y a des commentaires intéressants? Alors, dans les commentaires, ils mettent que ça se combine très bien avec Recherche Mystérieuse, qui est un événement de niveau 4, qui est rapide, que vous pouvez jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur pioche 3 cartes. Donc vous êtes engagé avec un ennemi, vous jouez Recherche Mystérieuse, c'est rapide, vous prenez pas d'attaque d'opportunité, vous piochez 3 cartes, vous retirez 3 secrets, vous infligez 3 dégâts. Ok. Esprit analytique de Mintifan, après avoir attribué exactement une carte, un test de compétence, incline esprit analytique, piochez une carte. Oui, donc vous faites un test, mettons vous faites un test de combat, vous attribuez une carte à ce test, vous inclinez l'esprit analytique, vous piochez une carte, vous retirez un secret, vous infligez un dégât. Alors, autre chose... Oui, ça prend un emplacement de main. Si vous jouez quelque chose qui prend un emplacement de main alors que vous avez déjà vos 2 mains occupées, vous devez défausser quelque chose. Donc,
Une fois que vous avez utilisé tous les secrets de la pierre ancienne, vous pouvez vous débrouiller pour la défausser. Il y a toujours le petit coup de la loupe de niveau 1, vous la posez, ça vous fait défausser quelque chose. S'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, vous la remontez dans votre main, et ensuite vous pouvez rejouer une carte. Dans un deck Mintifan, vous pouvez utiliser la carte Récup. Bon, je l'affiche pas là, mais Récup, quand vous réussissez une enquête avec une différence de 2 ou plus, vous prenez un objet dans votre défausse, vous le remettez dans votre main. Donc Mintifan, elle pose la pierre ancienne. Quand elle est dans le même lieu qu'un ennemi, elle se débrouille pour piocher, si possible sans prendre d'attaque d'opportunité. Ça lui permet d'infliger des dégâts directs à son ennemi. Quand la pierre ancienne est vide, elle la défausse. Elle fait une enquête, elle récupère la pierre ancienne grâce à Récup, elle la rejoue. À tester. Moi j'aime bien le concept de Mintifan avec la carte Récup, mais je l'ai jamais fait parce que j'ai pas l'impression d'avoir assez d'objets dans mon deck pour le justifier. L'autre version de pierre ancienne. Alors, réaction. Quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Et ben ça c'est une carte qui va être géniale pour Caroline Fern. Caroline Fern peut l'inclure parce que c'est une carte qui soigne de l'horreur. Et mettons par exemple pendant la phase d'entretien, elle pioche sa carte, normal, elle retire un secret et elle soigne une horreur sur, ça aussi c'est très intéressant, sur une carte. C'est pas limité aux investigateurs, c'est même pas limité aux investigateurs et aux alliés, c'est une carte. Ça peut par exemple marcher pour les deux cartes dont j'oublie toujours le nom, détermination exemplaire et une raison de lutter. Enfin non, pardon, là c'est une raison de lutter, vu que détermination exemplaire c'est pour la vie. Voilà, donc c'est une très bonne carte de soin pour Caroline Fern, moi j'avais inclus ça dans un de mes decks, et ça marchait très bien. Donc oui. Ah oui, autre chose, je me souvenais plus pourquoi j'avais cet écran, quand on regarde le constructeur de deck d'ArkhamDB, on voit, il y a Caroline Fern n'a accès qu'à une pierre ancienne, parce qu'elle soigne de l'horreur, les autres sont à des niveaux trop élevés pour qu'elle puisse les prendre. Du coup, elle a le choix, ah oui j'ai oublié de préciser un truc, la pierre ancienne dont je parlerai après non identifiée est de niveau 1, mais Caroline Fern a accès aux cartes chercheurs de niveau 1. Donc, Caroline Fern, quand elle a identifié sa pierre ancienne, j'aurais peut-être dû présenter la version non identifiée plus tôt, bon tant pis, quand elle améliore la pierre ancienne, elle ne peut en prendre qu'un seul type. Du coup, analyse astucieuse. Talent permanent, limite de 1 par deck. Chaque fois que vous améliorez une carte avec le sous-titre non identifié ou non traduit, vous avez le droit d'améliorer un deuxième exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte d'expérience. En ce cas, les 2 exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard parmi les options possibles. Vous devez toujours satisfaire toutes les restrictions du deck. Donc, on va passer tout de suite à la pierre ancienne non identifiée. Un soutien qui coûte 1, qui est de niveau 1, qui occupe un emplacement de main, objet, relique. Action, enquêter, votre lieu gagne plus 3 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Défaussez la pierre ancienne et indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre. Entre parenthèses, précisez la difficulté de ce test de compétence. Là, je suis en train de partir dans tous les sens avec cette carte-là, ça m'énerve. Bon, bref. La carte est de niveau 1. Vous faites une enquête, quelque part. Mettons dans un lieu avec une valeur occulte de 2. Vous faites une enquête avec une valeur de 5. Si vous réussissez votre enquête, vous avez identifié la pierre et vous mettez entre parenthèses 5. Du coup, maintenant, quand vous jouez une pierre ancienne améliorée, il y a 5 secrets dessus. C'est pas mal, 5 utilisations. Quand vous faites ça avec Caroline Fern, elle améliore la pierre ancienne, elle utilise analyse astucieuse, elle prend toutes les cartes auxquelles elle a le droit, mais il y en a que 2. Donc elle prend au hasard 2 cartes parmi 2, mais en payant une seule fois l'XP. Donc 3 points. C'est très pratique pour elle et je crois que c'est toujours le seul investigateur qui peut utiliser analyse astucieuse. Alors, je reviens à la carte, aux 2 cartes. Pierre ancienne, ça marche avec des secrets. Si vous faites une enquête dans un lieu qui a une valeur occulte de 0, vous avez 3 secrets. Si vous vous sentez de faire ça dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou 4, vous avez 6 ou 7 secrets dessus. Donc ça vous fait quand même le droit
de soigner 6 ou 7 horreurs ou d'infliger 6 ou 7 dégâts directs. C'est pas mal. Mais vous avez un certain nombre de cartes qui interagissent avec les secrets. Enfin, vous avez un certain nombre de cartes qui utilisent des secrets. Là, j'ai fait une recherche sur toutes les cartes qui ont le texte secret. Mais plus concrètement, les cartes qui font de l'ajout de secrets, dans la dernière boîte, les dévoreurs de rêves, on a... Ah oui, c'est pas encore traduit, c'est vrai. On a révélation... j'ai pas la carte sous les yeux, je me souviens plus comment elle s'appelle. Sounding Revelation, un événement niveau 0 qui n'a pas de coût. Un icône d'intelligence. Myriade. Alors myriade, ça veut dire que vous avez le droit d'en mettre 3 dans votre deck, si vous le souhaitez. Cette carte ne peut pas être jouée. Réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que révélation est parmi les cartes cherchées, défaussez-la. J'ai peut-être fait des erreurs de jeu dans ma partie, moi. Bon, gagnez soit gagner 2 ressources, soit placer un secret sur un soutien que vous contrôlez. Maximum d'une capacité recherche par recherche. Donc voilà, à un moment donné, vous faites un effet de tutorat. Vous révélez des cartes, parmi ces cartes-là, il y a révélation, vous la défaussez, soit vous gagnez 2 ressources, soit vous mettez un secret sur un de vos soutiens. Et si vous le piochez, par contre, c'est un petit peu bête, vous pouvez pas la jouer, du coup, faudra l'attribuer à un test. Autre carte dans Par-delà les limites, de la fiction à la réalité, un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence, perspicacité, à jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, placez 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Alors donc vous payez 2, vous mettez 2 secrets sur votre soutien, 2 utilisations supplémentaires, voilà, pas grand chose à en dire. Toujours dans Par-delà les limites, extatique, c'est une compétence mystique de niveau 0, un icône d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Test d'intelligence, pour un chercheur c'est fréquent. Par contre, il faudra mettre la carte. Donc, Caroline Fern, elle peut. Daisy, elle peut. Min Tiffan, elle peut pas. Voilà. Donc, pour résumer, la pierre ancienne qui fait des dégâts directs, c'est très bien sur le papier. Moi, j'ai jamais utilisé. Dans un deck Min Tiffan, pour le récupérer en main, oui, c'est encore plus d'utilisation. Mais faudrait voir. Moi, j'ai quand même ce problème qu'il faut piocher sans prendre trop d'attaques d'opportunité. Donc j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qu'on puisse faire à volonté comme ça sans problème. Par contre, cette carte-là, si vous avez déjà joué une campagne, que vous savez qu'il y a plein d'ennemis distants, là c'est génial. Ils sont distants, vous les engagez pas, vous piochez les cartes, vous leur infligez des dégâts sans avoir eu à les engager et à faire des tests. Carte suivante pour les truands. Se faufiler, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 2, icône d'intelligence et d'agilité, échapper à, ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc une évasion que vous avez plus de chances de réussir parce que vous ajoutez votre intelligence, et si vous réussissez avec 2 ou plus, l'ennemi ne se redresse pas, à condition qu'il soit non élite. Il ne se redresse pas pendant la prochaine phase d'entretien. Donc vous vous accordez un tour de plus pour lui échapper. Concrètement, les investigateurs. Voilà la liste des investigateurs, j'en ai sélectionné 2. Finn Edwards. Il a 4 d'intelligence et 4 d'agilité, donc ça lui fait une évasion à 8. C'est énorme. Les ennemis ont rarement plus de 3. Des fois, il y en a un qui a 4. Ouais, les ennemis, ils ont rarement plus de 3, j'ai déjà vu 4. Donc lui, une évasion avec une compétence de 8, ça devrait quand même lui garantir le succès. On a aussi Wendy Adams, qui va faire son évasion à 7. L'effet... cette carte a 2 avantages. D'abord, vous échappez plus facilement, c'est toujours bien. Et le deuxième avantage, c'est que, potentiellement, l'ennemi se redresse un tour plus tard, donc vous avez plus de temps pour lui échapper s'il est chasseur. Et si vous n'êtes pas ralenti, potentiellement cet ennemi, vous n'aurez plus jamais à vous en occuper, même s'il est chasseur. Par contre, il faut réussir avec une différence de 2 ou plus, ce qui veut dire que cet effet-là, comment formuler, c'est toujours le même truc avec 2 ou plus.
Vous vous donnez, pour faire le test, votre intelligence en plus, mais il faut réussir avec 2 ou plus. Si votre intelligence est de 2, eh bien, déclencher le deuxième effet, ça sera pas plus simple que de réussir une évasion normale sans la carte. Donc ça prend tout son sens pour les investigateurs qui ont une intelligence de 3 ou plus. Ou éventuellement si vous jouez un deck méga test. Carte suivante, jour de paix, c'est un événement de niveau 1 qui coûte 0. Illicite condamné. Gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour, en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Alors, planque, niveau 0, ça coûte 0, c'est une action et ça vous donne 3 ressources. Planque de niveau 2, c'est 3 ressources et piocher une carte. Planque de niveau 3, c'est 4 ressources ou 4 pions provision ou une combinaison des deux. C'est-à-dire que dans un deck qui n'a pas d'action bonus, vous jouez jour de paix, comme dernière action, ça vous rapporte autant de ressources que la planque, mais ça vous a coûté 1 d'XP. Planque de niveau 2, 3 ressources et ça vous fait piocher une carte. Planque de niveau 3, 4 ressources, 4 provisions ou un mélange. Le problème de jour de paix, c'est qu'il faut le faire comme dernière action du tour, sinon vous perdez des actions sur votre tour. Mais c'est une carte qui va prendre tout son sens si vous vous donnez des actions supplémentaires. Alors là, j'ai regardé ce qu'il y avait. En gardien, il y a l'insigne de police. 2 actions supplémentaires pour un investigateur dans le lieu, si vous défaussez l'insigne de police. Conseil, vous donnez une de vos actions à un investigateur dans le lieu. Finn Edwards, il a une action supplémentaire pour s'échapper. Skids, il peut payer 2 ressources pour faire une action de plus. Le Deringer 41 niveau 2, si vous réussissez votre attaque avec une différence de 3 ou plus, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire. Léo De Luca, il vous donne une action supplémentaire. Sursis, alors ça c'est bizarre, j'en ai pas encore parlé, ah non. En gros, pour une action, vous mettez une ressource sur sursis, depuis la réserve de ressources, provoque pas d'attaque d'opportunité, et quand le tour débute, vous retirez toutes ces ressources, vous gagnez autant d'actions supplémentaires. Donc, mettons que vous arrivez à vous débrouiller avec les actions que vous avez. Un tour, vous dépensez vos 3 actions, sursis. Alors ça c'est bizarre, j'en ai pas encore parlé, ah non. En gros, pour une action, vous mettez une ressource sur sursis, depuis la réserve de ressources, provoque pas d'attaque d'opportunité, et quand le tour débute, vous retirez toutes ces ressources, vous gagnez autant d'actions supplémentaires. Donc, mettons que vous arrivez à vous débrouiller avec les actions que vous avez. Un tour, vous dépensez vos 3 actions, vous avez sursis en jeu, mettons. Vous avez sursis en jeu, il n'y a aucune ressource dessus. Vous dépensez 3 actions pour mettre 3 ressources dessus, c'est la limite. Bon, si vous avez encore des actions, vous utilisez vos actions. Round suivant, au début de votre tour, vous retirez les 3 ressources, vous avez 3 actions supplémentaires. Si vous ne voulez pas utiliser 6 actions dans un tour, que vous préférez garder ça pour le dernier combat, vous utilisez les 3 actions que vous venez de gagner pour remettre 3 ressources dessus. Ensuite, vous effectuez 2 actions utiles, et dernière action, vous jouez jour de paix, vous gagnez 6 ressources. Voilà. Sursis, ça peut vous permettre de gagner plus avec jour de paix. On a aussi un atout dans la manche, un événement de niveau 3 exceptionnel, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, vous avez le droit d'effectuer 3 actions supplémentaires. Donc comme pour sursis, vous faites 6 actions, vous gagnez 6 ressources. Bon, Marie Lambeau elle n'est pas concernée, Père Mathéo non plus. Il y a l'as de bâton. Action rapide, retirez l'as de bâton de la partie, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour, durant laquelle vous gagnez plus 2 à chacune de vos compétences. Donc voilà, une action supplémentaire. Et sur les forums, ou dans certaines vidéos, il y a des discussions sur le nombre maximum. Bon, si vous combinez tout bien comme il faut, oui, apparemment, vous pouvez réussir à avoir, 22 actions. Ok. Si au début de votre tour, vous retirez les 3 clics de sursis, puis que vous jouez un atout dans la manche, maintenant, il y a la carte dédoublée qui vous permet de doubler un atout dans la manche. Donc sursis vous a donné 3, un atout dans la manche vous donne 3, vous le doublez, ça fait encore 3, on est déjà à 9. L'action d'évasion de Skid, si on prend son exemple là, ça fait 10.
Le chercheur joue conseil, ça fait 11. L'as de bâton vous donne 1, ça fait 12. Mettons que le chercheur c'est Joe Diamond, il défausse l'insigne de police. On en est à 14, si je dis pas de bêtises. Skids effectue ses 2 actions standards et avec sa dernière action, il joue jour de paix et il s'est fait 17 ressources. Bon, par contre, je me demande si c'est vraiment si fréquent que ça d'arriver à faire plus que 5 ressources en une utilisation de jour de paix. Ce qui est déjà tout à fait intéressant. Remarque, dans les fils du destin, il y a la carte receleur qui vous permet de rendre une carte illicite rapide. Si vous faites ça, jour de paix, ça ne vous prend plus d'action. Et ça vous donne une action de plus pour faire autre chose. À noter aussi que comme c'est une carte illicite, la carte signature de Finn produit de contrebande peut aller le chercher dans le deck ou dans la défausse. Carte mystique. Sacrifice, c'est un événement de niveau 1 qui coûte 0. Rituel. Défaussez un soutien mystique que vous contrôlez, ensuite piochez 3 cartes ou gagnez 3 ressources, ou n'importe quelle combinaison des deux. Ça va avoir plusieurs intérêts. Alors bon, c'est de la pioche ou du gain de ressources, mais les mystiques ont un certain nombre de soutiens qui utilisent des charges. Un soutien n'a plus de charge, vous pouvez le défausser, et soit gagner les ressources pour piocher le soutien qui le remplacera, soit piocher des cartes pour espérer piocher le soutien qui le remplacera. Premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est surtout que vous avez des soutiens avec des fatalités dessus. Voilà. Il y a des fatalités, vous voulez vous en débarrasser, vous sacrifiez votre soutien et vous gagnez carte ou ressources. Carte et ou ressources. Sachant que les fatalités, chez les mystiques, on a quoi? On a David Renfield, qui permet de gagner des ressources, en se prenant des fatalités. On a Devermis Mysteries, qui permet de jouer des événements sort ou perspicacité depuis la pile de la défausse. L'initié aux arcanes, on a le pacte de sang, alors là comme c'est impermanent, ça marchera pas, vous pouvez pas le défausser. Et je crois que c'est tout. À côté de ça, on a le rituel du clair de lune, qui lui permet justement, pour 0, de retirer toutes les fatalités sur une carte qu'on contrôle. Donc voilà, ça... Moi en général, ce que je fais dans un deck mystique, c'est que au niveau 0, je mets le rituel du clair de lune, pour pouvoir retirer les fatalités, et dès que je peux, je mets à la place sacrifice, ça me coûte qu'un XP, et ça me permet, en plus de me débarrasser des fatalités, de gagner ressources aux cartes. Alors bien sûr, je perds mon soutien. Mais mettons que le soutien, c'est David Renfield, je me débrouille pour gagner une ressource, puis 2 ressources, puis 3 ressources. Ça m'a fait 6 ressources. Normalement, j'ai de la marge. Et là, je vais piocher 3 cartes. Ou même, je continue pour repasser à 9 ressources. C'est pas trop gênant si je ne l'ai plus. Alors, par contre, l'aspect se débarrasser d'un soutien qui a plus de charge, on a aussi la solution de la carte recharge, un événement de niveau 2 qui coûte 0, 2 icônes de volonté. Choisissez un soutien sort ou relique contrôlé par un investigateur dans votre lieu et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique, défaussez le soutien choisi, sinon ajoutez-y 3 charges. Votre soutien, votre relique ne peut plus rien faire, manque de charge, vous jouez recharge, vous avez grosso modo 2 chances sur 3 de le recharger. Donc pas besoin de poser une autre carte qui coûterait peut-être 3, peut-être 4 ressources. Mais par contre là, avec recharge, vous n'êtes pas certain du résultat. Deuxième carte mystique du pack, le signe des anciens cristallins. Soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoires, objet relique béni, scellé +1 ou signe des anciens, vous gagnez +1 dans chaque compétence. J'ai jamais joué cette carte, parce que déjà il faut sceller un +1 ou un signe des anciens. Alors si vous scellez le +1 mais que vous avez +1 dans chaque compétence, c'est dur à expliquer. Bref, vous donnez +1 et vous avez moins de chances d'avoir un +1, mais ce +1 vous l'avez déjà. Par contre, en retirant un +1, vous diminuez le modificateur moyen du sac, vous augmentez la probabilité de piocher des jetons qui ont aussi un effet négatif, autre que le modificateur. Alors, sceller le signe des anciens, ce que vous êtes obligé de faire si vous jouez un mode de difficulté où il n'y a pas de +1, c'est quand même très pénalisant. Le signe des anciens a toujours soit un bonus
très intéressant, ou encore mieux, un effet très intéressant, réussite automatique du test, pioche de cartes, tutorat, récupération d'une carte dans la défausse, dégâts supplémentaires, etc., etc. Quant à l'effet de la carte, plus un dans chaque compétence, les mystiques, en général, on essaie de leur faire utiliser uniquement la volonté. Bon, c'est jamais possible d'absolument tout faire à la volonté, ne serait-ce que les tests du deck de rencontre, mais quand même on va essayer de limiter les compétences utilisées. C'est-à-dire que quand vous voulez combattre, vous allez combattre à la volonté, la plupart du temps, sauf éventuellement, une attaque sur un rat que vous ferez avec un atamé spirituel. Quand vous voudrez enquêter, vous ferez une partie de vos enquêtes avec le rituel de recherche ou sixième sens. Quand vous aurez besoin d'un test de volonté, à la volonté. Et si vous pensez avoir besoin de vous évader, vous mettrez sûrement brume de relier dans votre deck. Si votre mystique a une intelligence assez élevée, comme par exemple Marie Lambeau, vous utiliserez quand même son intelligence pour une partie des enquêtes. Du coup, moi je trouve qu'il y a la moitié des bonus qui sont perdus. Je préfère de beaucoup la clé de Saint-Hubert. C'est de niveau 0, alors ça coûte 4 XP, accessoire également, objet charme, vous gagnez plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence et perdez 2 en santé mentale. Réaction, quand vous devriez être vaincu à cause des horreurs, défaussez la clé de Saint-Hubert, soignez immédiatement 2 horreurs. Alors, plus 1 en volonté, c'est ce qu'on veut, plus 1 en intelligence, ça sera bien pour tous les mystiques qui ont une intelligence assez bonne. Je crois qu'il y a aussi Jim Culver, en plus de Marie Lambeau. Et le reste, vous perdez 2 de santé mentale, mais quand vous devriez être vaincu à cause des horreurs, vous défaussez la clé et vous soignez 2 horreurs. Alors j'avais détaillé ça dans le pack sous les étoiles noires, mais en gros, c'est comme si vous aviez un surplus de santé mentale de 2, mais vous avez perdu la clé, certes. Il y a aussi le classique Saint-Rosaire de la boîte de base, niveau 0, ça coûte 2, également un accessoire, plus 1 en volonté et 2 points de santé mentale. Enfin, il y a 2 points de santé mentale sur le Saint-Rosaire. Donc, si votre investigateur a une intelligence faible et que vous ne comptez pas utiliser son intelligence pour enquêter, le Saint-Rosaire est en général plus intéressant que la clé de Saint-Hubert. À côté de ça, les emplacements d'accessoires pour les mystiques, il y a aussi l'amulette du signe des anciens, qui vous permet d'avoir 4 points de santé mentale. Il y a la carte hémisphérique, qui vous donne des bonus en volonté, en intelligence en fonction du nombre de lieux connexes à votre lieu. La clé 10, on la présente plus. Qu'est-ce qui manque ? Agnès, elle a aussi sa carte signature. Il y a le joyau d'Auréolus, pour piocher une carte ou gagner 2 ressources quand vous révélez un jeton spécial négatif. Et voilà. Donc moi, le signe cristallin, le signe des anciens cristallins, je ne l'ai jamais utilisé. Et à des niveaux de difficulté élevés, je pense qu'il est encore pire, vu qu'il vous prive forcément du signe des anciens. Et, ah oui, je m'étais mis comme carte suivante, cacher son jeu. Oui, je crois que c'est parce que voilà, cacher son jeu, ça vous donne aussi plus 1 de partout, à condition que vous n'ayez pas de ressources dans votre réserve. Voilà. Bon, c'est... Selon le style de deck, cacher son jeu, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et à noter, si vous jouez Agnès Baker, elle peut utiliser cacher son jeu. Et c'est présenté dans une vidéo, donc sur la chaîne Arkham JCE TV, je crois que c'était le début de campagne sur le cercle brisé. Duo Agnès Baker qui joue en cacher son jeu et Caroline Fern, de mémoire. Je n'avais pas regardé les vidéos parce qu'à l'époque j'avais pas commencé la campagne et que je voulais pas me divulgacher les scénarios. Bref. Carte survivant. Livre à vous-même, c'est un soutien de niveau 3 qui coûte 2. Trait talent, limite de 1 par investigateur. Défaussez livre à vous-même si vous contrôlez un soutien qui occupe un emplacement d'allié. Réaction, quand vous jouez un événement survivant, inclinez livre à vous-même, réduisez de 2 le coût de cet événement. Alors il y a une petite précision dans la FAQ. Si l'événement de base il coûte 1 ou 2 ressources et que vous avez 0 ressources, vous pouvez le jouer. Vu qu'au moment où vous décidez de le jouer, vous passez son coût à 0. Alors on va voir déjà le premier problème
enfin le premier aspect négatif à cette carte. Vous ne pouvez pas avoir cette carte et un allié en même temps. Alors les alliés, il y en a un paquet. Je vais me concentrer essentiellement sur les alliés survivants, sachant que les survivants peuvent éventuellement prendre des alliés dans d'autres classes. Mais les alliés survivants, on a quoi? Akina de niveau 1, je pense pas qu'elle soit très jouée. Akina de niveau 3, alors j'ai vu il y a peu, si j'oublie pas, ce que je fais souvent, je mettrai un lien dans la description, une vidéo faite par... comment il s'appelle déjà? Ah, son nom m'échappe, faut que je vérifie. Innkeeper, il a un pseudo bizarre, Innkeeper, Veizodin, quelque chose comme ça. Et la chaîne c'est... Voilà, la chaîne c'est Twisted Tentacle In, et il a fait une vidéo, je sais plus quand, Card Interactions sur justement Akina de niveau 3. Donc Akina de niveau 3, si vous jouez en tank, voilà, vous encaissez les horreurs pour que l'ennemi qui vous attaque s'inflige ses dégâts. Et j'y reviendrai dans ma vidéo sur la boîte Les Dévoreurs de Rêves, mais je pense qu'Akina de niveau 3 pourrait être très joué dans les decks Patrice. Le chat errant, échapper automatiquement un ennemi non élite dans le lieu, esprit guide, bonus en intelligence, auquel vous devez infliger les horreurs non directes, avant de pouvoir vous les infliger à vous, et qui est banni s'il est vaincu. Alors elle n'est pas encore sortie, mais il y a Jessica Hyde, bonus en force. Elle entre en jeu blessée, mais elle se soigne à la fin de chaque tour. Madame Labranche, bon, classique pour les jeux cacher son jeu. Et dans la dernière boîte, on a Miss Doyle, bon, qui a un mécanisme un peu spécial, avec les cartes liées. Je vais pas entrer dans les détails là-dedans, mais ça vous permet d'avoir une carte en jeu qui vous permet de faire à chaque tour un test avec une compétence de base de 5. Peter Sylvestre de niveau 0, Peter Sylvestre de niveau 2, grand classique, et Yaotel. Bref, les survivants, ils ont quand même de bons alliés. Alliés pour faire du tank, alliés pour un deck évasion, alliés pour un deck cacher son jeu, alliés pour un deck plein de cartes compétences, ou alliés pour se booster un petit peu tout en encaissant bien les horreurs. Ah oui, j'avais détaillé quelques cartes. Voilà, Madame Labranche, la carte, enfin pas indispensable mais bien pratique dans un deck cacher son jeu. Là vous pourrez pas l'utiliser. Mais à côté de ça, livre à vous-même, ça diminue le coût d'un événement par tour de 2, donc c'est compatible avec cacher son jeu. Si vous jouez cacher son jeu, vous prenez votre ressource, vous avez besoin d'une action pour prendre une deuxième ressource, et ensuite vous jouez votre événement, puis éventuellement Madame Labranche vous donne une ressource pour jouer un événement qui coûte 1, avec livre à vous-même, vous prenez votre ressource, votre événement qui coûte 2, vous réduisez son coût à 0, et il vous reste toujours votre ressource pour votre deuxième événement. Bon, Peter Sylvestre, il vous booste en agilité, et il encaisse les horreurs. Et ben, si vous jouez livre à vous-même, vous mettrez quelques événements du type insaisissable, avec 2 icônes d'agilité pour compenser. Bon, bah, Yaotel, ben voilà, je sais pas que dire de plus. Hein. Miss Doyle, je vais pas entrer dans les détails. Ah oui, quand même, une carte importante à mentionner, c'est Duke, la carte signature de Dashken Pit. Il a le trait allié, mais il n'occupe pas d'emplacement d'allié. Et livré à vous-même, c'est bien précisé si vous contrôlez un soutien qui occupe un emplacement d'allié. Donc Ashken Pit peut jouer livré à vous-même, tout en ayant Duke en jeu. Autre remarque, si vous êtes dans un scénario où vous récupérez un soutien d'histoire, eh ben, peut-être que vous serez obligé de défausser livre à vous-même si c'est un allié qui occupe un emplacement d'allié. Bon, maintenant voyons voir l'utilité de la carte. Voilà. Ah, je vais changer un petit peu la recherche. Voilà, je vais regarder tous les événements survivants. Encore une fois, c'est pas tous les événements, c'est uniquement les événements survivants. Découverte fortuite, ça coûte X. X, ça va être de 0 à 3. Ça vous donne plus X en intelligence pour votre enquête et vous trouvez plus X. Indice additionnel, X est le nombre de copies dans la défausse. Donc quand vous jouerez cette carte, elle vaudra 0, 1 ou 2. On a quoi? On a une rencontre fortuite qui coûte X pour récupérer un allié dans la défausse. Ça vous le jouerez pas parce que vous voulez pas d'allié, a priori.
Action désespérée, apprendre de ses horreurs, ça coûte 0. Appât 0, de niveau 0 et niveau 3, ça coûte 1. Qui coûte 1, on en a plein. Bon, je sais pas qu'est-ce que je peux citer. Arme improvisée, barrière improvisée, chanceux, faire avec les moyens du bord, frapper au filet, le vent de la bête, modifier la destinée, une chance de pendu, une rencontre fortuite de niveau 0. Qui coûte 2 et qui est maintenant gratuit. Gratuit, ça veut dire utilisable dans un deck caché son jeu. On a, regardez ce que j'ai trouvé, chance ou fatalité, coup de bol, de justesse, envers et contre tout, catastrophe, fusée de détresse, oups de niveau 2, persévérance. Persévérance c'est bien parce que dans un deck caché son jeu, comment ça va déjà ? Une chance de pendu, on peut le jouer. On n'a pas de ressources, on utilise Madame la Branche, on gagne une ressource. Enfin, il faut prévoir. Vous prévoyez que vous allez être vaincu, vous utilisez Madame la Branche pour gagner une ressource. Ce produit, ce qui devrait vous vaincre, vous jouez une chance de pendu. Vous annulez 10 dégâts et ou horreurs, vous bannissez une chance de pendu. Par contre, si vous voulez jouer persévérance, qui n'annule que 4, mais qui n'a pas à être banni, vous faut 2 ressources, et donc vous aurez du mal dans un deck caché son jeu. Là, grâce à Livre à vous-même, le coût passe à 0, et vous pouvez rester en 0 ressources, tout en ayant la possibilité de jouer cette carte. Alors, guet-apens, donc choisissez un ennemi non élite incliné dans votre lieu et effectuez un test d'agilité X, X étant la valeur d'évasion de cet ennemi en cas de réussite vainquez cet ennemi. Il coûte normalement 3, là il coûte plus qu'1. Et ben 1, il y a toujours la possibilité, Madame la Branche pour la ressource, et ensuite vous jouez ça. Même remarque pour l'épreuve du feu, même remarque pour véritable survivant, renvoyez 3 cartes compétences innées de votre défausse dans votre main. Par contre, volonté de survivre, qui vous dit jusqu'à la fin de votre tour ne révélez pas de pion KO lors des tests de compétences que vous effectuez, coûte 4, habile diversion, échappez automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu, si vous réussissez le test, ça coûte 5, du coup ces 2 cartes là, vous ne pourrez pas les inclure dans un deck caché son jeu et livre à vous-même. Au final, livre à vous-même, je pense que c'est une très bonne carte, évidemment ça va demander de faire des choix, c'est-à-dire qu'il va falloir se passer d'alliés. Mais ça va réduire ça va réduire de 2 par tour vos besoins en ressources, si vous jouez plein d'événements. Si vous avez besoin de moins de ressources, pour les événements, ces ressources-là, vous pouvez les utiliser pour autre chose, par exemple pour vous booster avec bagarreur. Ça va aussi vous permettre de jouer d'avoir accès à une large gamme d'événements tout en restant en caché son jeu. Au final, j'ai dit, il y a que 2... Ah non, j'ai dit des bêtises tout à l'heure d'ailleurs, vous pouvez pas utiliser Madame la Branche pour diminuer le coût si vous avez livré à vous-même. Bref, faut que je reprenne ma liste. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 événements survivants qui coûtent 3 ou plus, sur une liste assez longue. Ça veut dire qu'il n'y a que 5 événements que vous ne pourrez pas jouer en combinaison livre à vous-même et cacher son jeu. Et encore, vous avez toujours la possibilité de jouer planque, vous gagnez 3 ressources, vous ne bénéficiez plus du bonus de cacher son jeu, vous jouez un événement en diminuant son coût de 2, vous dépensez vos ressources de planque, et vous êtes de nouveau avec plus 1 dans chaque compétence. Donc, tout ce que vous avez à voir, c'est comment vous passez de vos alliés habituels, et cette carte est pour moi vraiment très efficace. Indépendamment du gain en ressources, ce qui est déjà bien, c'est la possibilité de se dire je ne mets pas de ressources de côté parce que je garde livre à vous-même. Par exemple, pour que je retrouve persévérance, voilà. Vous dépensez toutes vos ressources pour réussir vos tests et vous savez que si vous ratez une attaque contre un ennemi qui a riposte, vous pouvez jouer gratuitement persévérance. Voilà, très bonne carte pour moi. Alors, récapitulatif. Le bar M1918, c'est polyvalent, vous mettez pile le nombre de dégâts que vous voulez, vous choisissez de combien vous boostez votre force, le problème c'est que ça consomme les munitions trop vite, enfin très vite, et pour pas que ça soit trop vite, il faudra prévoir d'autres solutions de recharge, il faudra aventurier, il faudra munitions personnalisées, il faudra contrebande. Du coup, je pense que cette arme-là, je la mettrai
que dans un deck Léo Anderson, pour qu'il puisse avoir toutes les cartes nécessaires dans son deck sans dépendre d'un autre investigateur. Pierre ancienne, un dégât direct par carte qu'on pioche, c'est toujours génial les dégâts directs, mais il faudra réussir à piocher sans se prendre d'attaque d'opportunité, du coup plutôt pour du duo ou des campagnes avec beaucoup d'ennemis distants. Du soin d'horreur, ça c'est génial dans un deck Caroline Fern, je dirais même que c'est quasiment indispensable, sachant que vu ses règles de construction de deck et l'existence d'analyse astucieuse, l'amélioration des 2 cartes lui coûtera que 3 expériences, au lieu de 2 x 3. Se faufiler, une évasion à agilité plus intelligence, ça vous donne beaucoup plus de chances de réussite. Si c'est un ennemi non élite que vous réussissez qu'une différence de 2 ou plus, vous ne le redressez pas lors de la prochaine phase d'entretien, donc vous donnez une avance significative sur un chasseur. Potentiellement, vous n'avez plus jamais affaire à cet ennemi, donc je trouve cette carte géniale dans un deck Wendy ou Finn. Jour de paix, si vous le jouez comme dernière action de votre tour, c'est 3 ressources. Si vous débrouillez pour gagner des actions, c'est de façon régulière, je pense 4 ou 5 ressources. Et si vous avez de bonnes combos, ça peut être jusqu'à, je crois que tout à l'heure je donnais l'exemple de 16 ressources dans un tour. Mais il faudra réussir à mettre en place ces combos, donc moi c'est une carte que je mets dans mon deck en me disant ça me donnera 4 ou 5 ressources. Et c'est déjà bien pour un seul XP. Sacrifice, vous remplacez un soutien mystique que vous ne voulez, qui ne vous sert plus, par 3 cartes ou 3 ressources, ou éventuellement vous débarrassez d'un soutien qui est gênant parce qu'il a plein de fatalités. Donc, très bonne carte. Signe des anciens cristallins, moi je trouve que c'est trop cher payé pour des bonus qui sont mal calibrés. Donc je ne l'utilise jamais. Et livre à vous-même, je l'ai pas encore utilisé, mais je pense que c'est... la carte en elle-même est très bien, avec l'inconvénient d'empêcher de jouer des alliés, mais en combinaison avec cacher son jeu, ça peut permettre d'augmenter grandement le potentiel des survivants sans les priver de beaucoup de cartes. Bon et voilà, c'est tout pour ce pack. Alors aujourd'hui j'ai un peu mal à la tête, j'espère que ça s'entend pas trop, j'espère que j'ai pas parlé trop lentement et que j'ai pas trop bafouillé. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, elle sera disponible de mémoire le 9 octobre peut-être. Bon, si c'est je sais plus si c'est le 9 ou le 23 octobre, on verra. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.